Nouvelle grève au ministère en charge de l'administration territoriale. Les travailleurs réunis au sein du SYNACSAB, le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et des adjoints administratifs ont entamé depuis hier une grève de 72 heures. Ils exigent une réponse du gouvernement par rapport à leur plateforme revendicative de 2017. Le carton rouge du balai citoyen au gouvernement, l'organisation de la société civile blâme le pouvoir en place. La gouvernance MPP est un échec d'après les responsables de l'OSC qui déplorent un manque de courage politique des autorités du pays. Il constitue le point d'achoppement entre le gouvernement et les syndicats. Aussitôt ouvert mardi dernier, le dialogue entre les deux parties a été interrompu en cause l'impôt unique sur les traitements et salaires. Les syndicats ne veulent plus en entendre parler, mais le gouvernement veut le maintenir. L'UTS, historique et enjeu, c'est à suivre dans ce journal. Voici pour les grandes lignes de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir. Le ras-le-bol des agents du département de l'administration territoriale, la satisfaction de leur plateforme revendicative déposée depuis 2017 piétine. Fatigués d'attendre, ils ont haussé le ton hier à travers une grève de 72 heures. Arsène Konditombe est allé ce matin à la rencontre de leur syndicat, le SYNACSAB. Le SYNACSAB, syndicat national des administrateurs civils, secrétaires et adjoints administratifs, toujours déterminé pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Depuis qu'elle a été soumise à l'autorité de tutelle en avril 2017, cette plateforme ne voit toujours pas le bout du tunnel. La grève de 72 heures initiée du 22 au 24 mai a pour objectif de mettre davantage la pression sur les autorités afin que des solutions soient trouvées à ces exigences. L'un des principaux points de revendication du SYNACSAB, l'adoption d'un plan de promotion pour les agents. Le plan de promotion a pour objectif principal de permettre aux politiques, dans son pouvoir discrétionnaire là, d'avoir du personnel vraiment d'une certaine compétence pour occuper les postes stratégiques du ministère. Ça dit désormais que les choses ne se fassent pas de façon aléatoire, que en tout cas l'administration étant le commandement civil, que les questions de grade, les questions d'ancienneté, les questions d'occupation d'anciens des postes successifs en fonction des échelons de l'administration soient bien respectées. Les revendications du SYNACSAB vont au-delà des intérêts pécuniaires, selon les premiers responsables. Pour le syndicat, l'ensemble des points mentionnés dans sa plateforme revendicative devrait permettre de dynamiser l'administration publique. Et au-delà du plan de promotion, nous sommes allés plus loin. Nous avons voulu d'une réforme vraiment globale au niveau du ministère de l'administration territoriale en proposant, en demandant au ministre de faire adopter la loi portant corps CP qui va à l'image de ce qui se passe dans les autres pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali à côté de nous, remettre l'administrateur civil au centre vraiment de l'administration territoriale et de l'administration en général. Le SYNACSAB dit être à une phase très décisive de la lutte. Il appelle l'ensemble de ses militants à rester soudés comme un seul homme pour la satisfaction de ses revendications. Si rien n'est fait dans les jours à venir, le syndicat prévoit passer à une nouvelle étape pour se faire entendre. Acculé par une partie de l'opinion face à son silence sur certaines questions nationales, le balai citoyen a fini par sortir du bois. En conférence de presse ce matin, l'organisation de la société civile tire à boulet rouge sur le pouvoir actuel. Sa gestion des différentes crises est qualifiée d'échec. Rémi Lambert-Nibier. Crise sécuritaire, conflits communautaires et grève tout azimut. Le balai citoyen dépeint à son tour une situation qui n'est plus à décrire au commun des Burkinabés. Mais pour les Siba, le pan de la situation nationale qui mérite le plus qu'on s'attarde dessus, c'est la fronde sociale. Une ébullition au sein de l'administration publique que le balai citoyen impute au mode de gouvernance actuel. L'incapacité du régime actuel à trouver des solutions justes, pérennes et durables à même de calmer le front social n'est que la conséquence de son échec sur le plan de la gouvernance. L'incapacité d'opérer une refondation dans la manière de gouverner a placé le pouvoir MPP dans les mêmes abîmes que le régime du CDP. Si le balai citoyen doit attribuer une note au gouvernement par rapport à sa gestion des crises dans la fonction publique, c'est tout simplement
un blâme. La gestion de la crise au MINFID, à la justice, à l'éducation, à la santé et dans tous les autres corps de métier est scandaleuse. La mobilisation s'intensifie pour dissuader le gouvernement dans le projet de déclassement de la forêt de Koua. Le balai citoyen, lui aussi de son côté, donne de la voix. Et il appartient en premier lieu au gouvernement de donner un signal fort en matière de préservation de la faune et de la flore. Malheureusement, le balai citoyen constate que pour le gouvernement, on peut couper un arbre pour autant que l'on ait une raison. Ici, la raison semble être les caprices d'un bailleur de fonds. C'est un très mauvais signal en matière de sauvegarde de l'environnement. C'est pourquoi le balai citoyen s'oppose et s'opposera énergiquement aux côtés de toutes les forces déjà mobilisées à cette aventure sans avenir. Le balai citoyen lui-même n'est pas épargné par les critiques et accusations diverses. Des opinions que cette organisation de la société civile préfère rejeter en bloc. Il y a des images, des fictions qui consistent juste pour s'en prendre à la crédibilité du mouvement, de dire vous avez soutenu Zida. Donc tout ce qu'on peut reprocher à Zida, on peut vous le reprocher. C'est juste ça. Sinon, nous avons dit que le combat pour un pays ne peut pas être le combat pour un homme. Sur cette question, il faut qu'on tourne la page. Voilà, il faut qu'on tourne la page. Parce qu'il n'y a rien à lire là-dessus. On a lu, on a relu, il faut qu'on tourne la page. Moi, je répète, nous défions qui que ce soit qui détient des preuves de ce genre de calomnie-là, de bien les mettre à la disposition de l'opinion publique, de la presse en général, pour que l'opinion puisse s'en délecter réellement. Nous entendons beaucoup de bruit de fourchette, mais rien n'arrive. Voilà, donc il faut que les gens, d'une certaine façon, assument maintenant ce qu'ils disent, parce que trop, c'est trop. Le balai citoyen lance également un appel au chef de l'État à user de ses prérogatives pour trouver des solutions sans délai à la crise qui secoue le secteur de la justice. Justice, le mot est également sur toutes les lèvres du côté de la rive du barrage à proximité de l'échangeur du Nord à Ouagadougou. Les maraîchers installés dans cette zone sont sommés de quitter les lieux. Le domaine appartiendrait à un particulier qui a engagé des procédures judiciaires pour l'effectivité du déguerpissement, une procédure entachée d'irrégularités d'après la coordination des comités de défense des acquis de l'insurrection populaire qui se présente aujourd'hui en défenseur des droits des maraîchers. Romo Kweta. La lutte est portée par la coordination des comités de défense de l'insurrection populaire, section Signongué. Ces membres s'opposent au déguerpissement des maraîchers sur le site car ils estiment que l'arrêté ministériel qui désigne le pasteur Kouma Kaboré comme étant attributaire du terrain est illégal. Et ce que nous allons ajouter est que dans la sommation, il est dit que c'est une zone non lotie. Alors que ce n'est pas une zone non lotie. Donc tout ça, ce sont des éléments qui montrent qu'en réalité, l'arrêté que le pasteur détient là n'est pas crédible. Des gens qui se sont installés il y a plus de 100 ans, ils sont quand même propriétaires de fait, même s'ils n'ont pas de documents qui l'attestent. Et comme ce que nous l'avons dit, les certificats d'agrément là, c'est une source légale aussi qui montre qu'en réalité, la zone est une zone de production maraîchère. Voici le site en question, un espace de plus d'1 hectare situé sur la rive du barrage jouxtant l'échangeur du Nord. L'église du pasteur Kaboré se trouve à un jeu de pierre des maraîchers-culteurs. C'est le 14 mai dernier que les maraîchers ont été sommés de quitter les lieux. Un acte délivré par un huissier sur demande du pasteur Kaboré qui dit être l'attributaire légal. De M. Kaboré pour Francis agissant pour le compte de l'église de l'Assemblée de Dieu Burkina Faso en date du 2 juin 2010. Sur note du directeur général des impôts, arrête, voilà l'arrêté maintenant. Et les textes disent, l'arrêté dit, une fois obtenu, payer les taxes, on doit nous donner une attestation d'attribution légale. Et voilà, c'est l'attestation comme ça. Je ne vois pas en quoi j'ai enfreint la loi. Je ne vois pas en quoi je fais force à quelqu'un. C'est en 2018 que le ministère de l'économie a délivré l'arrêté lui octroyant une superficie de 8 772 km². Le pasteur est sur le point d'étendre son église. Mais face au bras de fer, une médiation a été entamée par le maire de l'arrondissement 3. L'idée était de trouver un compromis à l'amiable.
1 million de francs CFA comme frais de dédommagement ont été proposés par l'évangéliste. Une offre refusée par les maraîchers qui pose 3 conditions préalables avant toute action de déguerpissement. Identification et aménagement d'un site pour la réinstallation des maraîchers. En 2, dédommagement conséquent pour compensation de production et perturbation d'activité. Et en 3, dédommagement conséquent de tous les puits et les arbres appartenant aux maraîchers. Le pasteur, quant à lui, dit attendre la décision de la justice avant de débuter l'extension de son église. La coordination des comités de défense de l'insurrection populaire, elle ne compte pas baisser les bras sans avoir eu gain de cause. Ils observent un mouvement de protestation depuis près d'un mois, mais cela ne les empêche pas de se mettre à jour de l'évolution des textes régissant leur profession. Les avocats du Burkina renforcent leurs compétences en collaboration avec le CIFAF, le Centre international en Afrique de formation des avocats francophones. Kevin Elodizaba, Luc Pakbelgem. Ils sont venus renforcer les compétences. Les avocats de la promotion Aruna Sawadogo du CIFAF, le Centre international en Afrique de formation des avocats francophones. Avec l'aide des doyens du domaine, ils se mettent à jour des évolutions des textes et des lois afin de mieux servir les citoyens. Pour être performant, il faut se mettre à jour de l'évolution de nos textes. C'est dans ce cadre-là donc que cette formation se tient. Et nous avons bien voulu associer les magistrats à cette formation parce que tout comme nous, ils sont des acteurs principaux de la justice. Nous concourons tous donc à l'œuvre de justice et il est important que nous soyons imprégnés de l'évolution des textes et des pratiques afin d'avoir une interprétation commune pour le bonheur des justiciables. Cette formation intervient à un moment où le secteur de la justice est en crise, paralysé par de multiples grèves. Les avocats du Burkina Faso sont en grève. Cela ne nous empêche pas donc de renforcer nos capacités, puisque à un moment ou à un autre, il faudra bien reprendre du service auprès des juridictions. Donc, il n'y a pas de contrariété entre ces deux actions. La formation se tient du 23 au 24 mai 2019. Elle porte sur des modules tels que le droit OHADA et le droit numérique. C'est un impôt sûr. Il a rapporté près de 90 milliards de francs CFA à l'État en 2017. L'IUTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, vient en 3e position en termes de rentabilité en ce qui concerne les recettes de l'État. Sa suppression est pourtant exigée par les organisations syndicales. C'est d'ailleurs le préalable insatisfait qui a poussé les syndicats à claquer la porte lors du dialogue gouvernement-syndicat mardi dernier. Gros plan ce soir sur ce tempo qui divise avec Luc Pakbelgem. La suppression de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé et des établissements publics et parapublics de l'État a été le point d'achoppement entre gouvernement et syndicat à la reprise du dialogue entre ces deux entités. Le syndicat a claqué la porte de la table des discussions, conditionnant son retour par la résolution préalable de l'IUTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires. Que doit-on comprendre sur cette IUTS disputée et discutée par gouvernement et syndicats? L'UTS, c'est l'impôt unique sur les traitements et salaires, c'est-à-dire que c'est un impôt qui touche pratiquement les revenus des fonctionnaires et des salariés du privé. C'est 2 points de contestation. Au fait, ces 2 points portent sur la défiscalisation, j'allais dire, des indemnités et aussi la défiscalisation, c'est-à-dire les exonérations sur les primes et les gratifications qui sont servies. Mais l'entendement que les uns et les autres, en fait, ont est que les fonctionnaires, par exemple, du public, en fait, sont exonérés totalement sur les indemnités. Ce qui est souvent dit sur les zones et autres, alors c'est que ce n'est pas vrai. Sauf que dans le public, les indemnités, en fait, étaient très faibles. Quand vous prenez, par exemple, l'indemnité de logement, il y avait des corps tout entiers qui n'en avaient même pas. Donc, qu'est-ce qu'on allait taxer? Donc, c'était considéré comme c'était une exonération d'office, puisque vous n'en bénéficiez même pas. L'IUTS
Ce sont des milliards de francs CFA pour les caisses de l'État chaque année. Cet impôt sûr a rapporté un peu plus de 78 milliards en 2016 et 89 milliards 600 millions en 2017 et il va croissant. En plus, cet impôt est actuellement, selon les fiscalistes, en 3e position en termes de rentabilité pour l'État. Céder donc aux exigences de la partie syndicale, c'est courir le risque de voir cette manne financière dégringoler. Parce que quand on regarde l'UTS, bon an, mal an, va chercher en fait, par exemple en 2016 par exemple, on était autour de 118 milliards rien que pour l'UTS. En 2017, on était autour de 89 milliards et 664 millions et quelques. Alors donc ça dit que ça va vraiment croissant. Et c'est un impôt qui est très sûr. Un impôt qui est très sûr et stable parce que tout simplement, c'est un impôt avec lequel on ne peut pas manipuler en fait les charges. Alléger les taux pourrait être une solution pour le gouvernement. À ce propos, l'exécutif burkinabé, dans un communiqué, informe les travailleurs du public et du privé que les services techniques ont finalisé les études devant servir de base à la discussion sur la question de l'UTS. Naturellement, le gouvernement va essayer de trouver en tout cas la bonne solution et surtout la solution technique. Parce que souvent, nous avons l'impression que les gens se précipitent. On ne sait pas qui on envoie dans ce genre de débat. On ne sait pas si, par exemple, les institutions financières ou, par exemple, la Direction générale des impôts va donner son avis technique sur la question. Mais ce qui est sûr, les syndicats ont de très bons techniciens à l'air sain. Et si le gouvernement aussi, en fait, propose des gens qui peuvent mener un débat purement technique, je pense qu'on peut diviser la poire en deux. C'est-à-dire que ce sera des faibles taux. Naturellement, on peut aller vers, justement, une exonération partielle pour ce qui concerne les prix. De l'avis des observateurs, ce n'est pas au moment où le gouvernement a pris des engagements avec les partenaires sociaux qu'il va renoncer à l'impôt unique sur les traitements et salaires qui est actuellement une de ses sources sûres de recettes. Supprimer l'UTS sur les primes et indemnités ouvrirait la voie à une fraude légale selon les spécialistes. Les syndicats qui campent toujours sur leur position se sentent floués par le gouvernement puisque l'UTS est apparu en 1974 d'abord pour 1 an, puis reconduit en 1975 pour situation économique délétère. Après, l'État s'est toujours arrangé pour l'appliquer quelle que soit la situation économique. Direction Bobo-Dioulasso à présent, où les experts ivoiriens et burkinabés sont réunis depuis hier, la 3e réunion du comité de suivi et évaluation des décisions et recommandations du TAC. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevé ce jeudi durant 2 jours. Il s'est agi pour les 2 parties d'évaluer l'état de leur coopération et d'échanger sur les préparatifs de la 8e conférence au sommet des chefs d'État du TAC. Sotouo, Justin Dabiré, a assisté à l'ouverture des travaux. Cette rencontre des experts ivoiriens burkinabés entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations prises entre les chefs d'État burkinabés et ivoiriens lors du 7e TAC à Yamoussoukro. C'est aussi un cas d'échange sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, conformément à l'article 13 du TAC. Durant 2 jours, les 25 experts ivoiriens et 74 experts burkinabés vont également échanger sur les préparatifs de la 8e conférence du sommet des chefs d'État du TAC. Il s'agit de passer en revue l'ensemble des projets de coopération qui existent entre nos 2 pays afin de raffermir la coopération, les relations d'amitié entre nos 2 peuples. C'est une mission très simple, une mission exaltante et une mission qui exige beaucoup d'efforts et nous allons nous atteler au cours de ces 48 heures de travaux, de travailler dans ce sens pour que le prochain TAC, le TAC 8, se passe dans les meilleures conditions. La mise en œuvre des projets majeurs comme l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le trafic des enfants et la question de leur paillage restent encore en souffrance. Les experts à cette réunion vont donc échanger autour de ces projets majeurs pour voir dans quelle mesure leur mise en œuvre sera effective. Il y a des grands axes de coopération tels que l'orpaillage clandestin, la lutte contre le trafic des enfants et la question du lac Yamoussoukro-Ouagadougou qui sont entre autres des questions majeures qu'il faille aborder afin qu'on puisse voir dans quelle mesure la mise en œuvre doit être pratiquée. Moi, seront mises en place notamment un rapport conjoint qui sera produit par les 2 parties et en fait ce rapport-là doit contenir tous les aspects des discussions des experts et cela sera abordé au plus haut niveau afin que nous puissions diligenter en fait la mise en œuvre.
Depuis la signature du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina en juillet 2008, environ 80 accords ont été signés entre les deux États dans plusieurs secteurs de développement socio-économique. Une coopération qui se porte bien malgré les difficultés rencontrées par les deux pays. La mise en œuvre est largement satisfaisante, mais c'est une œuvre humaine et il y a quelques difficultés. Et c'est là aussi nous allons les aborder sans complaisance, dans un esprit de fraternité, comme il a toujours été dans nos relations et au sein des travaux des experts. À la fin des 2 jours de réunion, un rapport conjoint du comité de suivi et évaluation sera signé par les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et du Burkina lors de la réunion ministérielle qui se tiendra ce vendredi 24 mai à Bobo-Dioulasso. Ce partenariat fructueux pour les populations de Lumbila dans le plateau central, l'ONG Solidar Suisse, en collaboration avec l'association Manek Zanga, met en place un nouveau mécanisme de financement intercommunautaire. Financé à hauteur de 23 millions de francs CFA, le projet va doter des personnes vulnérables d'animaux et de matériel d'élevage pour développer leur capacité de résilience face à l'insécurité alimentaire. Alexis Belemnaba, Roméo Kweta. Promouvoir le renforcement de la sécurité alimentaire des populations vulnérables, c'est le cheval de bataille de l'ONG Solidar Suisse sur la période 2017-2019 en partenariat avec l'association Manek Zanga de Lumbila. Dans le but de pérenniser son accompagnement dans les domaines de l'élevage et de promouvoir la solidarité au sein des populations, l'association a introduit des financements intercommunautaires comme approche innovante. Les producteurs ayant été dotés en produits d'élevage par le budget en 2017 vont à leur tour offrir des animaux issus de leur élevage aux nouveaux bénéficiaires. Nous sommes très contents de ce que nous avons vu aujourd'hui parce que c'est la réalité maintenant de ce que nous avons planifié. On avait planifié dans les documents de projet qu'on voudrait appuyer d'autres bénéficiaires sur la base de ce que d'anciens bénéficiaires auraient donné, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'appui pour la première fois, parce que nous sommes dans une phase de 4 ans qui a débuté en 2017 et qui va s'achever en 2020. Et donc, on avait planifié depuis avant 2017, bien sûr, qu'on voudrait que pendant cette phase, d'anciens bénéficiaires contribuent pour appuyer d'autres bénéficiaires. Et aujourd'hui, c'est la réalité de ce que nous avons écrit dans les documents et pour nous, c'est un motif réel de satisfaction. Les nouveaux bénéficiaires se disent émus de cette dotation de l'association. Bon, c'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Bon, mais permettez-moi d'abord de remercier Solidar Suisse et l'association Manek Zanga qui nous a permis de bénéficier ce jour plus de 92 bétails à élever dans le sens de la production. Et nous comptons bien entretenir ça parce que dans 2 ans, nous devons donner à d'autres producteurs. Donc il faut vraiment que le bétail que nous venons de recevoir là, il y ait un bon entretien. Après les 2 années, 62 membres de 4 comités, dont 47 femmes, reçoivent de la part des bénéficiaires de 2017 33 ovins, 36 caprins, 30 porcs, d'une valeur estimée à plus de 4 800 000 francs CFA. En complément de la dotation des bénéficiaires de 2019, le projet fournira du matériel d'élevage, 130 animaux dont 40 béliers, 14 caprins, 12 porcs, 64 ovins et 2400 tonnes d'aliments pour bétail. Le montant de l'appui du projet est d'environ 23 millions de francs CFA. Pour terminer, cette nouvelle qui nous vient de l'Algérie, la malaria n'est plus qu'un mauvais souvenir dans le pays. Le paludisme, la maladie la plus meurtrière au monde, y a été complètement éradiquée, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'Algérie officiellement débarrassée du paludisme d'après une annonce de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Aucun cas de paludisme n'a été enregistré dans le pays depuis 3 ans. Après l'île Maurice en 1973 et le Maroc en 2010, l'Algérie est le 3e pays africain à s'être débarrassé de la malaria. Le paludisme est en effet la maladie la plus meurtrière du monde. En 2017, 219 millions de personnes avaient été touchées pour 400 000 décès, d'après l'OMS. Les autorités ont démontré au reste du continent africain qu'il est possible de vaincre le paludisme moyennant le leadership des pays, des mesures audacieuses, des investissements judicieux et des solides données scientifiques.
Les autres pays africains peuvent tirer des enseignements de cette expérience, a déclaré dans un communiqué la docteure Mati-Disso Moueti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. En 2017, 92% de cas de paludisme et 93% de décès dus à cette maladie sont survenus en Afrique. Les meilleures leçons de vie nous viennent le plus souvent des mauvaises personnes, comme quoi ce qui est négatif au départ peut s'avérer positif à l'arrivée. Ne pas rejeter le mal systématiquement, il a aussi un rôle à jouer dans notre développement personnel. Merci d'avoir suivi ce journal qui prend ainsi fin. À demain.